Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler classement. Alors aujourd'hui on va parler du classe Figaro. Donc tous les points que l'on a cités dans la dernière vidéo et que l'on a retrouvés en fait dans le classement du Figaro, on ne les citera pas, on ne les justifiera pas, on vous laissera vous conférer la vidéo précédente. Donc c'est parti pour l'étude du classement du Figaro. Le Figaro a utilisé deux sources. La première, celle de la CTI, que l'on a déjà traité la semaine dernière, et celle de la CDUFI. Et donc le problème en fait, lorsque l'on va sur le site de la CDUFI, en fait on ne sait pas trop ce qu'ils ont pu retirer de ce site, quoi. Je veux dire, les pages d'école sont très peu remplies et très peu de données sont disponibles. Donc on ne sait pas trop à quoi ça a servi. Et aussi ce qu'on a cherché à faire en fait, c'est de comparer les données utilisées par le classement de l'usine nouvelle et les données utilisées par le Figaro. Mais le problème c'est que même lorsque les critères sont proches entre ces deux classements-là, on n'arrive même pas à retrouver les mêmes données. Donc ce qui pourrait être bien lorsque les classements font des pages méthodologie, c'est de les rendre qualitatives. Quand je dis qualitatives, c'est-à-dire que pour chaque critère et sous-critère, mettre les formules associées et les données associées. Parce que sinon, on ne peut rien vérifier, et donc on a le droit de se poser des questions sur la véracité des classements. Et donc ensuite, les critères, donc ils sont au nombre de 3, donc ils ont tous le même coefficient. Donc le premier des critères, l'excellence académique, le deuxième, le rayonnement à l'international, et le troisième, les relations avec les entreprises. Donc là, ici, ce que vous devez retenir, en fait, j'ai mis ça pour que vous puissiez comprendre la slide suivante. Donc, pour le critère de l'excellence académique, par exemple, mais c'est la même chose pour tous les autres critères que j'ai énoncés précédemment, eh bien, il y a 4 sous-critères. Le premier des critères, il est toujours coefficienté 2, on ne sait pas pourquoi, que ce soit pour n'importe quel critère, et les 3 autres critères sont coefficientés 1. Donc, il y a une symétrie, on ne sait pas trop pourquoi, mais bon. C'est vrai que c'est joli les symétries, mais bon, je veux dire, lorsque c'est pas très justifié, on ne sait pas trop pourquoi. Et donc en fait, pour chaque sous-critère, on a une note, et à travers les coefficients et en réalisant une moyenne, on obtient la note du critère. Donc là ici, c'est l'exemple pour l'excellence académique, mais c'est la même chose pour les 3 autres critères. Donc la méthodologie qui a été employée ici, donc elle a été employée en 4 points. Donc le premier des points, donc il y a 4 sous-critères par critère, notés entre 10 et 20. Donc c'est dommage déjà de noter entre 10 et 20 parce que c'est moins classant. Pourquoi ne pas faire entre 0 et 10 ou 0 ou 20? Bon, après aussi on peut se dire que c'est pour ne pas trop froisser et ne pas faire trop de gap entre les différentes écoles, mais ça fausse le classement, quoi. Et on va le voir avec le deuxième point, ils ont exclu les valeurs extrêmes sur l'échelle de notation. Donc à part pour décision politique, pour ne pas trop froisser d'autres écoles, on voit pas trop pourquoi. Ensuite, le troisième des points, donc ils ont utilisé une échelle logarithmique parce que voilà, les écoles n'ont pas toutes la même taille, n'ont pas toutes le même nombre d'étudiants, donc ça c'est logique. Par contre, le dernier des points, donc s'il y a quelqu'un qui peut nous expliquer, franchement, on est preneur. Donc je vais dire la phrase, mais franchement c'est une catastrophe. Mais franchement on n'a rien compris. Donc, correction ponctuelle sur les séries lors d'effets de seuil ou de décrochage liés à des biais identifiés par la rédaction. Chaque modification effectuée se répercutant sur l'ensemble de la distribution pour l'application d'une loi normale centrée réduite. Donc là franchement, je veux dire, s'il y a quelqu'un qui a compris, on est preneur. Mais c'est ça en fait qui est dommage, j'en reviens en fait à ce que je disais, ça manque de qualité les pages méthodologie. Un exemple ici aurait été pas mal pour que l'on puisse comprendre ce qu'ils veulent dire, parce que là on comprend rien. Ensuite, pour le choix des sous-critères, ils se sont basés en fait sur les lecteurs du Figaro et sur les stratégies des écoles et le fonctionnement des écoles. D'accord, très bien. Basé sur les lecteurs des Figaro, mais il est où le résultat du sondage, il est où le résultat de l'enquête? Nous, la semaine dernière, on vous a montré notre étude, elle a été basée sur 400 étudiants, eux, ils ne montrent même pas leur étude. Donc on ne sait même pas comment ils ont choisi leurs critères. Et ne pas préciser ça jette de l'obscurantisme sur leur classement, quoi. Je veux dire, pourquoi en fait, je veux dire, si vous avez vraiment réalisé une enquête, un sondage, pourquoi ne pas la publier pour qu'il n'y ait pas en fait pour qu'on ne puisse pas se poser de questions, quoi. Je veux dire, pourquoi ne pas la publier? C'est dommage. Et aussi, ils attestent avoir vérifié le maximum d'informations par le biais de pièces justificatives. On aimerait bien les avoir aussi, ces pièces justificatives en fait. Donc maintenant, on va étudier les classements. Il y a 2 types de classements, classement d'excellence et classement sectoriel. Donc pour le classement d'excellence, ils sont allés voir des prépas, ils sont allés voir des étudiants et ils leur ont demandé quelles écoles ils visaient. Et donc ils ont retrouvé ces écoles-là, ils les ont mis dans le classement d'excellence et ils ont rajouté 2 écoles post-bac, l'INSA Lyon et le lycée. Et déjà, lorsque l'on regarde ce classement-là, je veux dire, pour nous, il est assez cohérent. Je veux dire, il n'y a pas de choses choquantes comme pour l'usine nouvelle. Ensuite, pour le classement sectoriel. Donc,
Ce qu'ils ont fait en fait, c'est que, donc là ici à l'école d'excellence, on en a déjà parlé, mais ensuite après ils ont tout réuni par secteur. Donc un secteur généraliste, donc pluridisciplinaire, et d'autres beaucoup plus précis. Mais donc déjà c'est un coup de cœur pour nous qu'ils aient fait ce classement sectoriel parce que c'est quand même important pour ceux qui savent déjà vraiment ce qu'ils veulent vraiment faire, qui sont passionnés, et c'est beaucoup plus cohérent de classer des écoles par secteur, quoi, je veux dire. Et ça donne quand même une idée de lorsque tu vas aller dans cette école-là, où est-ce que tu vas pouvoir travailler, quoi. Donc c'est vraiment un coup de cœur. Mais par contre, encore, je veux dire, le problème c'est quoi? C'est que, d'accord, ils ont fait un classement sectoriel, mais le problème c'est que on trouve qu'il n'est vraiment pas pertinent. J'en ai déjà parlé de transport logistique dans une autre vidéo. Transport, c'est un gros secteur qu'on pourrait mettre dans tous les autres secteurs, et logistique, c'est plus affilié au génie industriel. Et également, lorsque l'on regarde ici ce classement sectoriel, ils ont mis génie industriel et génie mécanique, qui sont deux choses mais complètement différentes. Je veux dire, ça n'a aucune logique. On peut dire pareil aussi pour physique-chimie. Donc c'est bien ce classement sectoriel, mais ces choix-là de nom pour ces secteurs ne sont pas pertinents. Et aussi, ce qu'on pourrait noter aussi, c'est qu'ils n'ont pas mis les écoles d'excellence en fait dans les classements sectoriels. C'est dommage parce qu'on perd de l'information. L'étudiant, justement, lorsqu'il regarde le classement, il veut avoir un maximum d'informations sur l'école. Donc il peut être perdu, quoi. Nous, on reçoit plein de messages d'étudiants qui nous posent des questions en nous disant: est-ce que je vais rentrer dans cette école, en rentrant dans cette école-là, je vais pouvoir faire ça? Parce que lorsque je regarde tel ou tel classement, eh bien, on n'a pas l'impression qu'on peut faire ça. Alors que si, il peut rentrer dans ça. Je vous donne par exemple le Central Supélec, je peux vous assurer que s'il serait classé dans numérique informatique, il serait excellemment bien classé. Et vous pouvez faire de l'informatique en entrant à Central Supélec. Donc pourquoi en fait, bon après le but aussi, je pense que de faire ce classement sectoriel, c'est de donner de l'importance aux écoles moins réputées, mais on perd de l'information. Et enfin aussi pour les écoles généralistes et pluridisciplinaires, donc eux ils ont fait le choix en fait pour les écoles qui sont dans ce classement-là, donc des écoles généralistes et pluridisciplinaires, et bien de ne les classer dans les classements sectoriels que lorsque 25% de la promotion s'est orientée vers un de ces secteurs. C'est dommage parce que, je veux dire, imagine il y a 15% de la promotion qui s'est orientée vers énergie-environnement, et bien cette école-là, l'étudiant va être trompé et il va croire qu'il ne faut pas aller dans cette école-là pour faire de l'énergie et de l'environnement. Donc on perd de l'information, quoi. Donc ensuite on va analyser les critères. Donc pour le critère de l'excellence académique, donc il y a quatre sous-critères comme je vous l'ai dit précédemment. Donc pour le premier sous-critère, donc la qualité du recrutement qui est basée sur la moyenne au bac des étudiants et la moyenne au bac des apprentis. Bon, pour les pour les écoles post-bac ça marche, mais pour les écoles post-prépa ça ne marche pas trop. Je veux dire, il y a l'exemple d'Ayoub qui nous avait dit que dans sa classe il y en avait un qui a eu 13 au bac, qui est entré à Polytechnique, et qu'il y en avait une, elle avait 17 au bac et elle est rentrée à Polytech. C'est pas pour le jeu de mots, mais le jeu de mots peut être marrant, mais c'est la vérité, quoi. Donc le rang SCEI c'est beaucoup plus cohérent pour les écoles post-prépa. Et en plus même, je veux dire, ça donne de l'information pour les étudiants qui sont au lycée. Ils peuvent déjà connaître avant même de rentrer en prépa SCEI, quoi, qui est quand même un site très important pour les étudiants en classe préparatoire. Donc le deuxième sous-critère, l'exposition à la recherche, donc j'en ai déjà parlé dans la vidéo précédente. Donc juste un petit truc qu'on aimerait souligner ici, pour le nombre de doctorants, prendre la moyenne sur 2 ans, je pense que ce serait mieux de prendre la moyenne sur 3 ans, vu qu'une thèse, généralement ça dure 3 ans. Donc ça aurait été plus pertinent, mais bon, je veux dire, c'est juste une petite remarque comme ça. Et ensuite, pour le troisième et quatrième critère, donc part de double diplômé et part de double diplômé d'excellence, donc on en revient à ce que j'ai dit dans la dernière vidéo, ces deux critères-là sont corrélés. Donc je ne vais pas parler de part de double diplômé, j'en ai déjà parlé dans la vidéo précédente, mais pour le part de double diplômé d'excellence, donc ce qui aurait été intéressant ici, c'est de garder la part de double diplômé d'excellence, parce que c'est un critère qui est quand même très classant. Donc pour le critère du rayonnement à l'international, donc il y a 4 sous-critères. Donc le premier des sous-critères qui est la reconnaissance à l'international, donc qui est basé sur la présence dans les classements internationaux. Donc ça c'est très bien, mais le problème c'est quoi? C'est que c'est un critère qui est quand même instable, surtout pour les écoles d'ingénieurs françaises, parce qu'en fait en ce moment c'est une période de transition. Il y a beaucoup de regroupements d'écoles à travers PSL, IP Paris, et ça peut donner parfois des classements un peu chelous. Par exemple, on peut retrouver sur le classement de Shanghai en mathématiques Central Supélec première dans le monde. Je peux vous dire que les étudiants à l'ENS Ulm, ils ont bien rigolé quand ils ont vu ce classement-là. Et donc c'est à nuancer ici, et mettre un coefficient 2 sur quelque chose de vraiment très instable, pas très représentatif, je sais pas si c'est pertinent, quoi.
Ensuite, les diplômés en poste à l'étranger, j'en ai déjà parlé dans la vidéo précédente. Donc pour le troisième sous-critère, la part de diplômés étrangers, donc ça c'est important quand même, ça montre le caractère international de l'école. Et exposition longue à l'international, donc qui est basée sur deux sous-critères. Donc part de diplômés en séjour académique à l'étranger de plus de 6 mois et part de diplômés en stage à l'étranger de plus de 6 mois. J'ai déjà expliqué ça dans la dernière vidéo. Et en plus, pour respecter ces deux critères-là, bien souvent, il faut faire des césures. Et pas tout le monde a envie de faire des césures. Et encore moins à l'étranger, quoi. Ensuite, relations avec les entreprises, donc 4 sous-critères comme d'habitude. Donc pour les salaires, donc j'en ai déjà parlé dans la vidéo de l'usine nouvelle, mais ce qui est intéressant pour le Figaro en fait, c'est qu'ils aient donné une fourchette. Ils n'ont pas dit donc vous allez dans cette école-là, vous allez toucher 42 015 € quoi, par exemple. Là c'est vraiment une fourchette, ils ne sont pas mouillés, c'est beaucoup plus représentatif de la réalité que donner un chiffre vraiment exact, précis, surtout lorsque ça dépend des secteurs d'activité. Ensuite, le chiffre d'affaires de la junior entreprise, donc ça on a bien rigolé avec l'équipe, franchement vous allez même dans des écoles d'ingénieurs, il y a même des étudiants, ils ne savent même pas ce que c'est, donc mettre ça ici dans le classement, franchement c'est pas ouf. Ensuite, politique de charte industrielle, donc ça c'est vraiment intéressant, c'est lié aux écoles, donc ils ont des partenaires avec les entreprises, donc ça c'est très intéressant parce que ça offre des opportunités pour les étudiants en école et les écoles travaillent en collaboration avec les entreprises, donc elles se collent aux attentes des entreprises, ce qui est toujours bien en fait pour l'insertion des étudiants dans cette école. Et ensuite, la présence sur les réseaux professionnels, donc c'est basé sur le nombre d'anciens sur LinkedIn et Viadeo. On ne connaissait pas ce que c'était Viadeo, mais c'est pas très pertinent. On en a déjà parlé sur la vidéo de l'usine nouvelle. Ce qui serait mieux, c'est de faire un rapport entre adhérents à la société des alumni sur le nombre total de diplômés de l'école. Donc c'est beaucoup plus représentatif de la puissance du réseau. Donc pour conclure, ce que l'on peut dire, c'est qu'il y a moins de choses choquantes que par rapport à l'usine nouvelle, mais que ça reste quand même relativement discutable, comme on a montré tout au long de la vidéo. Mais il y a une question qui peut être soulevée, c'est comment on peut utiliser ce classement-là. Donc déjà, on peut utiliser les données fournies par le Figaro pour comparer les écoles qui nous intéressent. Et donc ce qui peut être pas mal aussi, c'est que vu qu'ils n'ont pas mis les écoles d'excellence dans les classements par secteur, et bien c'est d'utiliser en fait ces classements sectoriels pour faire vos milieux fin de liste, même si voilà, tout est relatif, mais ça peut donner une indication sur des écoles que l'on ne connaît pas beaucoup. Mais bien sûr, un conseil, regardez toujours les programmes des écoles, parce que comme je vous ai dit, les secteurs ne sont pas bien définis ici, sur ce classement-là. Donc pour conclure, on vous a donné notre avis sur ce classement-là. N'hésitez pas à nous donner votre avis aussi dans les commentaires quand on en discute entre nous, parce que c'est vraiment très important de discuter de ces classements-là. C'est un critère très important pour le choix des écoles. Beaucoup de personnes se basent dessus, mais malheureusement, comme on le montre, on ne peut pas vérifier en fait sur quoi sont basés ces classements-là. Donc il faut mettre en lumière leurs défauts, et c'est important d'être ouvert à ce débat-là, quoi. Donc on va se retrouver dans la prochaine vidéo pour le classement de l'étudiant. Sur ce, encore une fois, bon courage pour l'élaboration de vos listes de vœux. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas, on est là pour vous. A plus!